on va maintenant parler de la production d'éthanol à proprement dit. Si jamais vous regardez le PowerPoint, il y a des hyperliens qui sont là. Sinon, je pourrais mettre les hyperliens à d'autres endroits. Mais ce sont deux vidéos que j'avais trouvé intéressantes. Celui-là, il est intéressant parce que l'actrice qui y joue est vraiment mauvaise. Sinon, il y a quelques images, mais pour vrai, tu sais, des fois, un film qui est mauvais, ça devient bon, là. Mais elle, je pense qu'on est dans ces eaux-là, là. Et puis, je suis pas sûr que sa carrière s'est continuée, cependant. Puis autrement, bien, on a ce vidéo-là qui, lui, est intéressant, un petit vidéo très intéressant parce qu'il nous permet de bien voir. Ça ressemble beaucoup à la production qu'on va retrouver à Ethanol Greenfield, l'image qu'on va voir dans un instant. Puis un bon vidéo. Sinon, un grand plan de ce que j'avais trouvé, moi, comme usine. Puis je voulais juste vous faire remarquer qu'ici, on peut voir des éléments assez typiques d'une usine de production d'éthanol, hein, puisque là, on voit le bassin d'eau qui est ici, qui dans ce cas-là est immense. Si on regarde dans Greenfield, on verra qu'ici, il y a les mêmes types de bassins d'eau. On va aussi retrouver plusieurs fermenteurs, généralement 4, et une cuve de garde, hein, parce que quand on finit une fermentation, on l'envoie là-dedans avant d'envoyer ça vers les tours de distillation qu'on voit là. Vous verriez à peu près la même chose à Ethanol Greenfield, hein. Les fermenteurs vont être ici, la cuve de garde là, et là, ici les tours de distillation. Vous allez aussi remarquer des trains d'aéro parce qu'il y a beaucoup de refroidissement, il y a beaucoup de vapeur puis beaucoup d'eau chaude évidemment produite. C'est une réaction exothermique aussi, il faut pas l'oublier, il faut freiner ça. Donc on va retrouver des trains d'aéro-refroidisseurs dans ces usines-là. Évidemment, toujours une zone fermée, on la voit ici, il semble en avoir une deuxième, et celle-là, c'est peut-être moins l'unité de production, une zone fermée. On va retrouver la même zone fermée dans un Greenfield ici, hein. Puis une zone pour recevoir le grain. Ici, j'imagine que ça, c'est la zone de réception de grain où on la voit tout simplement pas. Ça, c'est la zone de production. C'est là-dedans que vous allez retrouver beaucoup d'équipements comme les séchoirs, les centrifugeuses, des équipements qui sont un peu plus petits, puis qui vous permettent de travailler une grande partie de votre quart de travail à l'intérieur aussi, puisque plusieurs des équipements que vous avez vont être à l'intérieur. Évidemment, d'immenses silos, ça c'est des silos à grains. À éthanol, on les voit, ils sont très évidents hein, en soi. Puis des réservoirs. Pourquoi? Parce qu'on produit de l'éthanol presque pur. Je dis presque, mais on pourrait dire pur. Hein. Et on a besoin de dénaturants, normalement de l'essence. On dénature l'éthanol à 5%. Ça en fait de l'alcool commercial et ça en fait plus de l'alcool de type alimentaire, puis c'est toute une autre gestion, une autre vente, un autre coût, parce que faire de l'alcool alimentaire, c'est tout un autre monde en termes de permission, de permis aussi, etc. Donc, on la dénature tout de suite, cet alcool-là, directement quand elle arrive dans les réservoirs. Donc, vous allez aussi retrouver ça à Ethanol Greenfield. On les verrait sûrement, hein, ça devait être le réservoir de production. C'est une photo au début de l'usine. Elle a grossi, elle a changé. Si vous voyez des nouvelles photos, ce sera peut-être un peu différent. Puis, j'imagine ici, on voit l'essence, les dénaturants. Ici, je pense qu'on voit les évaporateurs. Alors, vous voyez un peu le topo, hein, puis elles se ressemblent toutes. En fait, il y a quelques années, les statistiques disaient que, puis vous l'avez dans vos notes de cours, que 93% de l'éthanol produit aux États-Unis provenait de ce type d'usine-là, qui ont à peu près tous le même modèle de production. Pourquoi? Parce qu'il est efficace, puis c'est celui qui coûte le moins cher. Faut pas la tête à Papineau non plus pour distiller du maïs ou distiller, c'est quand même un processus assez simple la distillation, faut l'avouer. La fermentation et la distillation est un peu plus complexe, mais la fermentation, ça revient toujours au même, mais ils ont réussi à trouver vraiment des rendements en termes de qualité de levure, en termes de température ou autre, qui les rendent maintenant rentables. Donc, Ethanol Greenfield, j'en avais parlé. Hein. L'éthanol ou l'alcool éthylique, parlons-en juste un petit instant, parce que c'est la matière première avec laquelle vous travailleriez si vous étiez dans une usine de ce type-là. Sa structure moléculaire, sa forme brute, donc on voit qu'évidemment du carbone, c'est tout à fait normal. Un liquide clair et sans couleur. Vraiment, si je vous bouchais le nez, je veux dire, je pense qu'entre un verre d'eau et l'alcool de l'éthanol, vous feriez très peu de différence. Ils ont une viscosité à peu près pareille, là.
C'est quand elle est pure, l'alcool, c'est quand elle est mélangée avec des sucres, hein, ou des, tu sais, qu'elle devient plus liquoreuse, mais autrement, c'est un liquide très très clair avec je dirais un indice d'écoulement qui, je l'ai pas regardé depuis longtemps, mais qui doit être assez près de celui de l'eau. Sa solubilité, bon, évidemment miscible dans l'eau et complètement dans certains solvants. Elle est miscible dans l'eau, ce qui vous permettrait d'ailleurs de savoir si la station-service à côté de chez vous qui vous vend de l'éthanol, qui vous vend de l'essence, pardon, en met de l'éthanol. Hein. Vous n'auriez qu'à prendre un petit bécher de 5 ml une fois que vous avez pompé votre essence. Et puis rajouter un peu d'eau à l'intérieur, donc 110 ml, vous brassez, vous attendez la décantation, et puis normalement l'éthanol va avoir migré vers la phase d'eau. Si votre phase d'eau n'a pas bougé, c'est qu'il n'y a pas d'éthanol. Mais normalement, de ce que j'en ai compris, il y a de l'éthanol dans beaucoup des alcools qu'on consomme aujourd'hui. Sinon presque toutes, mais ça, il faudrait que je vérifie, ça fait trop longtemps. 363 degrés Celsius d'auto-inflammation, c'est bien pour vous. Pourquoi? Parce que il s'auto-enflamme très difficilement, l'éthanol. Puis 363 degrés dans l'environnement de travail dans lequel vous êtes à Greenfield, c'est des températures qu'on doit à peu près jamais atteindre ou dans des cas très particuliers, autour des fours, etc. Mais donc, votre éthanol pur est pas très très collé à vos fours, hein, de toute façon, ou à vos chaudières. Donc là-dessus, c'est pas si mal. Ce qui est moins bon, c'est peut-être les limites d'explosivité. Donc, si vous travaillez avec de l'éthanol dans la vie, faites bien attention. Hein, 3,5%, limite inférieure, ça arrive très 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 rapidement. Donc, vous déversez un baril, moindrement que vous avez un déversement de plusieurs gallons dans une pièce qui est relativement fermée, vous devrez faire extrêmement attention puisque vous allez atteindre les limites inférieures d'explosivité et il ne manque, comme vous le savez, qu'une étincelle puisque l'oxygène est normalement présent dans les zones où vous travaillez. Et la supérieure à 15, ça, je veux dire, ça va saturer à 15, mais je trouve que la limite inférieure est assez dangereuse. Donc, si j'échappais de l'éthanol et que je travaillais dans des zones fermées, je ferais très attention à ce phénomène-là. Puis, température d'ébullition, 79 degrés Celsius. Bien, c'est parfait. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, évidemment, de la séparer de l'eau. Il y a presque 21 degrés entre les deux. Donc, on réussit avec la distillation à atteindre des puretés de 95%. Puis après le 5% résiduel, il est un peu trop difficile à aller chercher par la distillation, puis on pourrait pas le chercher de façon nominale de toute façon. Alors c'est un peu à quoi ressemble l'éthanol. Maintenant, pourquoi à partir de maïs, cette fameuse éthanol-là? Regardons-le. Le potentiel de l'éthanol à partir de maïs. Qu'est-ce que ça donne? On utilise un boisseau. Un boisseau, malheureusement, c'est une vieille mesure médiévale là, qui correspond à 56 livres. C'est à peu près la grosseur d'une brouette pleine. Hein. Avant, on vendait par brouette les céréales. Donc 56 livres, là-dessus 32 livres d'amidon. Comme vous le savez, l'amidon est un sucre fermentable. Il y a d'autres sucres que l'amidon dans ce maïs-là. Donc au total, donc on a 32 livres d'amidon et 36 livres de sucre. Donc il y a 4 autres livres de sucre résiduel. Tout ça va produire quoi en fin de compte? Vous le voyez, sur les 56 livres, je produis 18 livres d'éthanol, du 7,6, ce qui est quand même bien. Énormément de CO2. Quand je vous disais que ils avaient mauvaise presse, c'est à cause de ce phénomène-là, parce que s'ils relâchaient les CO2 à l'atmosphère, vous pouvez imaginer qu'à chaque 56 livres qui rentrent, regardez la quantité de CO2 que produirait l'usine, ça serait vraiment une usine extrêmement polluante en termes de CO2. Vous allez voir qu'ils ont trouvé des solutions intéressantes à ça. Une des raisons pourquoi ils sont en Varennes, c'est cette solution-là qu'on va regarder ensemble un peu plus tard. C'est une réaction, vous le voyez, exothermique, donc qui produit énormément de chaleur. Pour 56 livres, on se retrouve avec 6120 BTU de chaleur. Donc, vous verrez autour des réacteurs des systèmes de refroidissement qui sont très efficaces. À plaque dans ce cas-ci, vraiment, alors la Cadillac du refroidissement, là, en termes d'espace versus le refroidissement. Puis des réactions secondaires, de la drèche de distillerie. Cette drèche-là, qu'est-ce qu'on va en faire? On va, présentement, il la donne beaucoup aux bovins, aux porcs. C'est une drèche, dans le fond, c'est le résiduel. Donc, on a enlevé le sucre. Qu'est-ce qui reste après le sucre? On le verra dans un instant dans la description du maïs. Le maïs en vrac, c'est pour le plaisir
de parler un peu du maïs. Si ça vous tente de le lire, pourquoi pas. Moi, je l'avais mis parce que c'était un peu pour détendre l'atmosphère. La seule ligne que je vous parlerai, c'est ça, m'a toujours étonné. Hein, 4 à 5% de la production de popcorn, de maïs, c'est pour le popcorn. Je l'aurais jamais cru. Le maïs, ou du moins le type de maïs qu'achète Ethanol Greenfield, parce que vous savez, les maïs, il y a des variétés à ne plus finir. Hein. Le type de maïs qu'ils utilisent, ben on voit à peu près sa composition en gros. Hein. Donc, on a choisi un qui est gorgé de sucre, donc 60 à 70% d'amidon dans ce maïs-là. C'est quand même énorme. Le reste, ben, on va voir des protéines et des fibres, de l'eau évidemment, et de l'huile de maïs qui va être là aussi. Donc, voici un peu l'image du maïs. Pour ce qui est de sa transformation, hein, je vais évidemment laisser vos profs de génie chimique discuter de ça en détail avec vous. Mais ce que je voulais vous présenter simplement, c'était un peu comment l'amidon se transforme. On le verra de toute façon un peu plus à détail, mais attaché avec l'usine dans un autre segment de formation. Donc, simplement pour terminer ce petit bloc-là, la transformation de l'amidon. Ben, on a de l'amylose, vous le voyez, une structure qui est linéaire, hein, qui malheureusement représente 10% de l'amidon. Je dis malheureusement pourquoi? Parce que c'est très facile d'aller modifier les structures de l'amylose pour en faire des sucres fermentables. Ce qu'il y a beaucoup, c'est de l'amylopectine. Donc, évidemment, une structure, vous le voyez, qui est beaucoup plus ramifiée, puis qui est un peu plus longue à transformer, ce qui explique les quelques heures qu'on doit laisser dans le fermenteur, parce que si nous n'avions que de l'amylose, la fermentation pourrait être extrêmement rapide, de l'ordre de quelques heures au lieu de quelques dizaines d'heures. Donc, c'est ce qui conclut le bloc. Prochain segment, la production proprement dite. On entre dans l'usine, on commence à regarder les processus de transformation.